Et salut tout le monde, alors une vidéo de laquelle je vais parler de différentes BD, mangas que j'ai lus sur le site Mangadraft, qui est donc un site sur lequel, on va dire, des auteurs amateurs, indépendants, etc. vont pouvoir uploader leurs BD avec tout un système d'abonnement, de likes, de commentaires et tout ça à la webtoon. Mais aussi on est principalement, j'ai l'impression, sur des bandes dessinées qui, même si elles sont faites pour être lues en ligne ici, sont aussi pensées pour un potentiel format papier. Ça fait pas mal d'années que je parle autour de moi de faire cette vidéo aussi, et donc voilà, je suis enfin content de prendre le temps de le faire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup uniquement parler de bandes dessinées déjà très mainstream, et donc déjà même les BD plus indépendantes, un peu plus underground et tout ça, publiées chez des éditeurs, on en parle déjà très peu. Mais après il existe aussi tout un pan de milliers et de milliers de bandes dessinées qui n'ont pas été publiées et qui pour la plupart ne seront jamais publiées dans le circuit officiel, et que dans toutes ces BD là, il y a forcément une richesse énorme, déjà de mon point de vue, vu que c'est ce que je fais sur ma chaîne d'un point de vue de mise en scène, de découpage, mais même de type de récit, de type d'approche, de type de mentalité, qu'on n'a pas tendance à suffisamment voir dans la bande dessinée, et qui pourtant, encore une fois, existe en énorme quantité. Et donc tout ça, on peut le regrouper un peu dans l'idée de BD amateur, et le problème c'est que BD amateur, ça a une connotation négative, on va dire, par rapport à BD professionnel, et donc c'est un peu par facilité, on va dire que j'ai utilisé le terme de bande dessinée amateur, mais c'est pas du tout pour mettre une idée de critères de qualité derrière, parce qu'un auteur professionnel, en général, on va dire que c'en est un parce que soit il vit de son métier, soit il est publié dans le circuit officiel, et aussi professionnel, en général, on le met derrière une idée de qualité, de maîtrise d'exécution de sa bande dessinée. Et donc pour ce dernier point, c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte dans l'idée de auteur amateur vs auteur professionnel, parce que c'est quelque chose dont j'avais commencé plus ou moins à parler dans ma vidéo de bilan de la chaîne, mais donc comme j'ai déjà dit, moi j'ai une approche assez relativiste de la bande dessinée de manière générale, et que même si j'ai mes goûts, même si comme tout le monde j'ai aussi des avis où j'ai trouvé que les choses sont de la merde et les choses sont géniales, ultimement j'ai quand même toujours au fond de moi cet instinct de trouver qu'une bande dessinée, à partir du moment où elle existe, elle a une valeur en soi, et que aussi bien dans ses défauts que dans ses qualités, il va en émerger quelque chose d'intéressant et un discours, un propos qui va ressortir de la personnalité de l'auteur, de qui il est au plus profond de lui. Et donc là on entre un peu dans l'idée de fantasme, que la bande dessinée est un moyen d'expression dans lequel on va pouvoir se plonger pleinement et y mettre, que l'on le veuille ou non en fait, presque l'entièreté de qui on est, à la fois dans nos défauts et dans nos qualités, et qu'il va forcément ressortir une espèce de cohérence d'auteur de la moindre production de quelqu'un. Déjà parce que la bande dessinée c'est un moyen d'expression extrêmement simple entre guillemets, on va pouvoir prendre une feuille, un crayon, et YOLO c'est parti quoi, on peut faire de la bande dessinée, et que déjà on peut le rapprocher un peu du journal intime à ce niveau-là, où notre émotion du moment, ce qu'on a un peu au fond de nous et ce qu'on a envie de mettre sur le papier, on peut le retranscrire très rapidement, et ça ne demande pas des moyens logistiques et de temps comme le dessin animé ou le film par exemple. Et que donc pour moi dans la bande dessinée il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir capturer un moment de sa vie, de le coucher sur du papier et de cristalliser, donc encore une fois un moment de sa vie, un état d'esprit dans lequel on a un instant T. Mais il y a aussi un autre aspect important, c'est que j'ai beau dire la bande dessinée ça reste une sorte de filtre entre la réalité et la fiction qu'on essaie de raconter, qui donc passe à travers du dessin, de l'écrit, les cases et les bulles et tout ça, et que ça permet à la fois quelque chose de très direct et en même temps une espèce de distance qui je trouve offre un certain confort, parce que ça permet de parler de manière intime de nous, tout en mettant quand même des espèces de barrières de protection, de pudeur, grâce au contexte de la bande dessinée, et ça permet même je trouve de pouvoir explorer notre vision du monde, qui on est, notre relation avec les autres de manière très concrète, à la fois de manière consciente et inconsciente, parce que ça va passer par une telle complexité, un tel mélange de choses, d'éléments, qu'on ne peut pas être dans une maîtrise totale de ce qu'on va faire sur une BD, et que a posteriori on va pouvoir se rendre compte de choses concrètes qu'on a mis dans une BD, qui nous a aidé dans notre vie, qui nous a aidé dans qui on est, et que des années plus tard, après l'avoir fait, on va se rendre compte de tout ce qu'on a mis de temps, et aussi de tout le bien que ça a pu nous faire a posteriori quoi. Et donc c'est cette idée de BD, à la fois comme langage très direct, très libre, et dans le même temps qui est tellement structuré de codes narratifs et graphiques, que ça permet un filtre à la fois encore une fois de pudeur, et à la fois de pouvoir agir à un niveau plus inconscient sur ce qu'on est occupé de faire. Et que ce qu'on peut exprimer de soi-même à travers une bande dessinée, on ne peut pas le faire autrement que via la bande dessinée. Et donc c'est à la fois un langage qui permet de s'exprimer et de réfléchir différemment. Et que donc souvent sur Mangadraft, c'est beaucoup de jeunes auteurs et jeunes autrices qui vont publier leur BD dessus, mais qu'on peut étendre ça un peu plus large, hein, vu que moi j'ai déjà vu pas mal de personnes qui avaient même la quarantaine, la cinquantaine, etc., et qui faisaient de la BD, on va dire, dans leur coin pour eux-mêmes, et donc dans une approche amateur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup une idée de auteur, autrice en herbe sur Mangadraft qui finiront peut-être par rentrer dans le circuit officiel des éditeurs et tout ça, mais que moi je trouve ça dommage que les bandes dessinées de ces personnes, de ces jeunes auteurs qui ont autour de 15-20 ans ou quelque chose comme ça, ne soient jamais publiées et qu'on ne valorise pas leur travail en tant que tel dans le circuit
plus officiel, que ce soit d'un point de vue support financier ou d'un point de vue légitimité, visibilité, etc. Parce que pour moi ces bandes dessinées là sont extrêmement importantes et pas juste en tant que étape d'un parcours qui se concrétisera plus loin quoi. Il y a quelque chose déjà de très concret, de très abouti, de très fini, de très important dans la bande dessinée qu'on peut faire à cet âge là ou à ce niveau là on va dire, parce qu'on n'est pas adolescent, jeune adulte toute sa vie en fait. Et qu'encore une fois, comme pour moi, on capture des moments de sa vie quand on fait de la bande dessinée, la mentalité qu'on a quand on a 15 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, etc. n'est pas la même pendant toute notre vie, on évolue tous, et qu'il y a une valeur intrinsèque dans le type de mentalité qu'on a quand on est jeune auteur, dans le type de vécu, d'expérience qu'on a pu avoir, qu'on va retranscrire sur le papier dans ce qu'on a envie de raconter, dans nos obsessions et tout ça, mais aussi d'un point de vue pratique, dans notre maîtrise du dessin, dans notre maîtrise du découpage, de la narration plus globalement. Les bandes dessinées qu'on fait à cet âge-là, on ne peut plus les faire plus tard en fait. Et qu'on voit même des auteurs, on va dire accomplis, qui ont une longue carrière, qui à présent ont 50 ans, 60 ans, on voit aussi que leur dessin continue d'évoluer, et parfois en bien, parfois en mal. Déjà parce que la bande dessinée c'est un truc particulier, vu que c'est un art beaucoup de la répétition, donc le fait de dessiner en boucle, en boucle, en boucle des dessins, ça peut abîmer, on va dire, sur le long terme, parce que notamment ça peut nous faire rentrer dans certains automatismes pas forcément très sains pour le dessin, mais qui sont aussi intéressants en soi. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que donc pour moi, quelle que soit la tranche d'âge, aussi bien dans les qualités et les défauts qui vont ressortir presque naturellement de ces différents moments de notre vie, sont intéressants dans la manière dont ils vont être retranscrits dans une bande dessinée, et qu'on devrait plus souvent apprécier à leur juste valeur pour ce qu'ils sont, à la fois de leur qualité et de leurs défauts. Et donc le problème c'est que moi je manque de temps, on va dire, de manière générale, mais je vais déjà essayer ici de rendre un peu hommage à différentes bandes dessinées lues sur Manga Draft, et aussi plus généralement, j'essaie de lire un peu plus de BD de ce type-là, pour faire davantage de capture d'écran, etc., et pour pouvoir m'en servir pour illustrer mes différents propos comme je fais toujours dans mes vidéos, et faire des parallèles entre des BD très différentes ou très semblables et tout ça, et en y intégrant davantage tout ce pan de la BD amateur, et que ça va être aussi un moyen de tout remettre un peu sur un même niveau, que tu sois un grand maître ou quelqu'un de plus rookie, à peu près tout est intéressant pour différentes raisons, et que le vétéran, au bout de, on va dire, de 30 ans de parcours d'auteur ou quoi, aura gagné beaucoup de choses, mais aura aussi perdu, ou en tout cas ne pourra plus complètement retourner en arrière, même s'il le voulait, dans son dessin, dans sa mentalité et tout, parce que c'est juste pas possible, et que la bande dessinée qu'il a fait 30 ans plus tôt, c'est quelque chose qu'il peut plus entièrement produire, que ce soit dans ses défauts et ses qualités. Et on peut être nostalgique, on peut regretter des défauts comme des qualités, je crois. Surtout qu'on parle de bande dessinée ici, on parle pas de construire un avion, et donc c'est aussi un lieu où on peut exprimer ses faiblesses, on peut être maladroit, et exprimer et valoriser aussi bien ses défauts et ses qualités qui vont se retrouver à la fois dans de la structure de narration, dans de la technique de dessin, dans du découpage, etc. etc. Enfin bref, vous avez compris mon point. Juste toute dernière petite chose avant de passer à la revue BD par BD que j'ai lu sur Manga Draft, c'est pas du tout pour ne pas être sympa ou quoi, et c'est vraiment juste au cas où. Et ça sert à rien de me contacter pour me demander de parler de telle ou telle BD, parce que j'ai déjà une liste longue comme le bras de sujets que je dois faire en vidéo, et que j'ai juste pas le temps quoi. Et que je vais continuer de lire des BD de temps en temps sur ce site, et que je verrai au cas par cas selon ce que j'en fais quoi. Enfin voilà, merci et bonne vidéo à vous. Du coup, je vais commencer avec la BD Road to Center par l'auteur Date, qui est une BD, on peut écrire ça dans le genre shonen neketsu avec une grosse part d'humour quand même. C'est une série qui a commencé il y a 3 ans, qui en est presque à 1000 pages et qui a commencé son 5ème tome. Donc voilà, sur Manga Draft, il y a déjà bien des terres. Du coup, dans ce manga, on y suit le personnage Kislan qui a une grosse épée puissante qui s'appelle Emporio. Et c'est un adolescent qui va dans une école pour des apprentis guerriers, on va dire. Et donc il va se retrouver entouré de plein d'autres camarades qui ont chacun des pouvoirs spécifiques. Et donc le premier tome, on rencontre les personnages, on apprend un peu les enjeux de chacun, et l'auteur les met en scène dans une épreuve où ils vont devoir s'affronter en 2 groupes. Et donc tout ça, voilà, c'est un setup assez classique pour ce genre de récit, pour faire une introduction. Mais il y a différents petits twists du coup dans Road to Center, et notamment la part humoristique. On sent que Date, forcément c'est quelqu'un qui a énormément lu tous des mangas de ce genre-là, et donc sur toute cette base, il va beaucoup faire d'humour un peu méta, mettre de l'ironie dans des codes de narration et tout bien installé. Mais déjà un des petits plus, c'est qu'il va se servir du fait que c'est un occidental qui reprend des codes et des genres très japonais pour se moquer de ce type de réappropriation, on va dire, en utilisant le terme Kikujap parce que l'école a un nom à la japonaise qui veut probablement rien dire. À un moment aussi, il va mettre une typo qui ressemble à des kanji, mais avec à côté une astérisque pour dire qu'en fait ce kanji ne veut rien dire, et sous-entendre que c'est juste pour le côté classe. Et donc voilà, c'est une approche qui permet à la fois de reprendre une esthétique qu'on sait qui fonctionne vachement bien, tout en faisant le malin par-dessus. Mais dans le même temps, il y a une vraie volonté de bien raconter ce type d'histoire, et j'étais assez surpris de la manière dont il a réussi à installer des personnages qui sont donc en partie caricaturaux, mais en fin de compte, sans s'en donner l'air, sans qu'on se rende tout de suite compte, réussir à les faire développer leur enjeu personnel, même déjà des petits développements de
personnages et tout ça pendant la première épreuve entre élèves. Et en fait, cette exploration de personnages dans un contexte où il y a beaucoup d'ironie, d'humour, de code déjà bien installé, etc. Et ben il y a une exploration de personnages qui pourtant émerge de tout ça. Et donc, comme je dis, ça semble venir assez naturellement et en même temps c'est surprenant parce que toutes les dispositions que l'auteur a mis pendant une grosse partie du premier tome donnent surtout l'impression qu'il va être dans quelque chose de plus en surface, où il va y avoir surtout une espèce de distance par rapport au code et aux archétypes de personnages et tout ça. Mais en fin de compte, il y a une vraie volonté d'essayer de nous toucher un peu plus que ça. Et donc c'était une bonne surprise et c'était vraiment très bien fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin, le découpage est vraiment pas mal du tout aussi. Avec un dessin qui parfois est un peu plus figé, et notamment quand il dessine pour la première fois certains personnages féminins, où on a l'impression qu'il a un peu plus essayé de bien les dessiner entre guillemets, ce qui leur donne un côté un peu plus rigide, dans ces moments où le dessin est un peu moins relâché quoi, parce que justement, à différents moments, on va avoir des légères variations graphiques, on va dire, déjà parce que parfois il va tout d'un coup changer la manière dont il va ancrer ses pages, on va passer d'un trait assez gros à un trait extrêmement fin juste après. Donc ça c'est une instabilité, on va dire, qui est peut-être un peu moins volontaire, mais aussi on va retrouver énormément de jeux graphiques qui vont principalement servir pour faire de l'humour. Et en fait on voit qu'il a un dessin quand même qui est surtout extrêmement jeté, très dynamique, très brut comme ça. C'est dur de décrire le style de dessin. On va dire qu'il est capable d'y aller un peu YOLO quand il a un truc à dessiner parfois, et ça fonctionne extrêmement bien je trouve comme type de dessin, où on a notamment ce genre de double page, vraiment, vraiment c'est surprenant de voir des trucs comme ça. Mais moi j'adore, je trouve que ça fonctionne trop bien, le côté très presque craboucha, et donc il y a presque un côté parfois désinvolte qui ressort de ce type de dessin, qui fonctionne bien dans le ton ironique qu'a le récit. Mais donc cette espèce de liberté qui ressort de son dessin très brut, ça lui permet aussi je trouve d'être de la bonne mentalité pour réussir à faire des dessins encore plus jetés dans certains moments humoristiques, qui est presque de l'ordre du brouillon sur le coin d'une feuille, mais qui est parfaitement à sa place dans les cases et dans les moments de narration où ils sont, et que dans ce contexte d'humour shonen, de personnages déformés et tout ça, il est vraiment, je trouve, extrêmement doué, et qui est je pense la prolongation de l'état d'esprit dans lequel semble être ce dessinateur, que quand on a un dessin aussi jeté, dynamique dans le trait et tout ça, il y a une espèce de liberté plus globale qui va se dégager de tout ça, et de ne pas se sentir complexé par les potentielles limitations de dessins plus académiques et tout, comme par exemple, bon, ça semble bizarre de mettre des choses comme ça en parallèle, mais quand tu prends Kentaro Miura, ou même aussi le dessinateur de Food Wars, ou des gens comme ça qui sont dans des dessins tellement dans le contrôle, qu'en fin de compte, parfois je trouve qu'ils n'arrivent pas à suffisamment relâcher leurs dessins pour mettre en valeur certains moments plus légers, et que c'est des moods, des types de mentalités, de dessinateurs différents. Et là je trouve que dans le cas de Date, il y a une vraie maîtrise dans le côté YOLO que le dessin peut avoir parfois, une espèce d'impression de dérapage contrôlé constant quoi. Et que donc moi je parle d'ironie, de côté YOLO etc, mais je trouve ça premier degré vraiment super cool et très beau, parce que bon les critères esthétiques et de beauté c'est super large et à prendre au cas par cas. Mais son dessin donc comme je dis ça sert bien pour les scènes de bagarre, ça sert bien pour les scènes humoristiques, mais on voit aussi le potentiel que ça a dans des moments plus premier degré du récit, où les personnages vont plus parler à cœur ouvert on va dire, où il arrive à capturer des petites émotions, des dessins de bouche et tout ça, qui justement du fait qu'ils sont pas assemblés parfaitement on va dire, et qu'ils sont dans cette espèce de dynamisme de traits qui se délient, il arrive à capturer des visages et des attitudes qui sont vraiment très bien même pour les moments non humoristiques. Et pour parler d'un petit truc de mise en scène qui m'a surpris et que j'ai vraiment bien aimé, c'est un moment où il y a Zoner, donc le mec vénère, qui dit du personnage principal qu'il est faible, et donc il dit il est faible lui, et puis juste en dessous, on voit qu'Islan prendre le choc de son insulte, et donc il y a un effet d'écho qui est mis, de répétition de la phrase en question avec il est faible lui, il est faible lui, et le fait qu'il ait donc mis cet écho sans bulle dans une case avec juste le personnage au milieu et entièrement entouré de blanc, et en plus avec une opacité du noir de la typo qui est montrée plus claire en deux fois, ça paraît rien vu comme ça, vu qu'on le voit comme un état de fait, donc ça semble couler de source, mais j'ai trouvé ça vachement sympa pour donner cette idée d'une phrase qui résonne dans la tête du personnage, avec en plus que ce soit mis dans un strip, et donc via deux cases qui se prolongent directement l'une après l'autre avec la même longueur de taille et tout ça, et en plus qu'Islan qui est montré entre deux cases dans un espace plus petit, qui montre aussi qu'il se sent écrasé, et cet alignement d'un strip vertical pousse aussi à la comparaison de la case juste avant du cri, qui est beaucoup plus grand que l'écho qui lui est montré beaucoup plus petit, et donc le jeu de contraste est très mis en avant. Donc voilà, tout ça, il y a une espèce d'alchimie d'ensemble de mise en scène qui encore une fois semble couler de source une fois qu'on la voit, mais qui est vraiment très bien exécutée et très bien pensée. Et du coup j'ai vraiment bien aimé Road to Center. Il y a une part d'humour on va dire classique, typique de shonen du genre, mais en même temps une couche supplémentaire d'ironie, d'idées et d'inventivité dans l'humour qui est vraiment très très cool, avec notamment l'utilisation des astérisques et des choses comme ça. Et encore une fois, il arrive à orienter vers quelque chose d'un peu plus premier degré, sans donner l'air en mettant des indices de ça petit à petit jusqu'à arriver à un moment où le personnage va être plus self-aware, vouloir parler de ses sentiments, vouloir poser un slam. C'est une rupture de ton qui se fait de manière organique et qui est assez bien faite. Et donc voilà, c'est très cool. Il y a juste parfois je trouve les combats où on comprend pas trop ce qui fait qu'un personnage gagne ou pas un combat, et les échelles de puissance sont parfois un peu floues, où on va avoir du spectaculaire un peu mis à un même niveau pour plusieurs personnages, et on sait pas trop qu'est-ce qui les démarque les uns des autres exactement, mais bon, c'est pas très grave parce que je trouve que les enjeux des combats dans
dans cette BD est un peu autre part que dans des enjeux d'échelle de puissance. Mais voilà, c'était tout pour Road to Centaur par date, et on va passer au manga suivant. Alors la seconde BD c'est Yokai de l'autrice Naraton, et ici on a un style très différent qui fait un peu penser à du dessin animé du Cartoon Network je trouve, en plus avec un format à l'italienne, donc une page horizontale, ce qui est assez rare, et aussi ici la BD se lit dans le sens occidental, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu étrange, hein, même si je comprends dans l'idée de vouloir s'inscrire pleinement dans le manga pour ceux qui le font, c'est marrant d'en arriver à un moment à trouver ça plus intuitif de faire la lecture de droite à gauche, alors que pourtant notre texte se lit toujours de gauche à droite, et que donc il y a toujours une part d'étrangeté je trouve, d'avoir une approche de découpage à la japonaise. Mais bon bref, du coup cette BD, ça parle d'un groupe d'amis et à une soirée, il y a un de leurs potes qui ramène une bouteille qui a été prohibée par l'État à cause de faits étranges, un peu en mode légende urbaine, qui entoure cet alcool qui s'appelle le yokai. Et forcément donc les personnages partagent la bouteille. Et là Camille, le personnage principal du premier chapitre, voit apparaître un yokai, il flippe, il finit à l'hôpital, etc. Et le yokai va ensuite continuer d'apparaître, de hanter certains personnages de leur quotidien. Et sinon au niveau de la forme, il y a un truc intéressant, que c'est toujours assez fascinant de voir un dessin évoluer au sein d'une même bande dessinée, parce que donc ici il y a 2 chapitres pour le moment, le chapitre 2 est en 2 parties, donc il y a presque 200 pages, et au début de la BD il y a presque parfois une variation de style entre les pages, tandis que plus on avance, plus l'autrice a l'air d'avoir trouvé un type d'ancrage, un type de trait sur lequel s'appuyer plus constamment. Il y a des BD comme ça, hein, genre le premier jour Hyper Louis, ou aussi le premier Gus je crois, de Christophe Blain, où on voit le dessin évoluer au sein de la même bande dessinée, et comme je dis, il y a toujours un côté fascinant à ça, mais c'est aussi très rare, et que sur une série très longue, le dessin finit forcément par évoluer petit à petit, mais que de voir ça sur un très court terme, c'est assez cool, et ça montre aussi la marge de liberté, d'apprentissage, de tâtonnement qu'on peut laisser à un auteur, une autrice, pendant qu'il ou elle découvre soi-même ce qu'il a envie de faire, ne serait-ce que graphiquement au sein de sa BD. Et que c'est cool aussi d'avoir l'impression d'être témoin en direct de réflexion, d'évolution, de changement chez un auteur, une autrice, et que c'est quelque chose qui dans les BD qui sont dans le circuit officiel ont tendance à être davantage lissé, où on va au contraire souvent davantage chercher quelque chose de plus stable, plus trouvé dès la première page. Et c'est intéressant ce format très resserré, en plus qui est horizontal, et de la manière dont cette dessinatrice occupe cet espace-là, où parfois ça donne l'impression qu'elle va chercher une idée de mise en scène particulière, de mise en page particulière par nouvelle page. Et ce format à l'horizontale est vraiment intéressant parce que forcément le type de page que l'on va prendre, selon s'il est plus long que large, selon s'il est petit, etc., va aussi beaucoup influencer le type de mise en page et donc de narration que l'on va pouvoir mettre dedans. Et là, ce format horizontal, je sais pas quelle taille il fait en vrai, mais vu les dessins qu'elle met dedans, c'est probablement plus petit que de la 4 parce que les dessins sont assez grands. En général, elle va se mettre 2 strips maximum par page, et donc le fait d'avoir une narration qui passe souvent par 2 strips uniquement, bah ça permet des types de composition, des types de rythme et tout ça qui peuvent être assez particuliers et très intéressants. Par exemple, du coup, le fait que chaque page soit très courte en termes de scène et de temporalité montrée, et aussi très court en termes de temps que l'on va passer dessus. Ou aussi encore pouvoir appréhender la page globale comme une composition en soi plutôt que comme un enchaînement de cases dont la lecture et la création de sens est plus linéaire, et donc presque mettre une idée de fresque dans ces différents fragments de narration qu'elle va composer. Et dans l'idée de fresque, il n'y a pas juste une idée de composition graphique, il y a aussi une idée de comment elle va pouvoir nous pousser à appréhender l'ordre de lecture différemment de d'habitude, et nous donner même une certaine marge de liberté dedans, et ne pas suivre juste un enchaînement de cases plus classique, et donc parfois nous pousser à une idée de davantage balader notre œil à travers la page. Et j'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir des pages qui sont non seulement variées par la composition, mais aussi par le trajet de lecture qui va nous être proposé. De par exemple mettre un grand dessin central sur lequel on va relier toutes des cases qui l'entourent, et donc appréhender une page dans sa globalité et pas par fragments uniquement, et que donc on voit que dans l'idée de composition, de fresque dans la page de BD, qui est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de bandes dessinées, si on y ajoute en plus une idée de trajet de lecture qui va dans ce sens-là, qui n'est pas juste linéaire, le regard que l'on va poser sur ce type de composition va différer, et donc dans le même temps c'est presque la nature de cette composition qui va elle aussi changer. Et bref, tout ça lui permet vraiment une grosse palette créative où plus ça avance dans le récit, plus il y a à la fois de la créativité mais aussi une capacité à réussir à unir toutes ces différentes idées de mise en scène, alors que par exemple je trouve que le début du premier chapitre est un peu plus saccadé en termes de rythme et d'enchaînement de type de mise en page proposé, alors qu'encore une fois plus ça avance, plus la diversité de la mise en scène entre très bien avec l'état mental du personnage, avec le propos qui cherche à être montré et tout ça. Et notamment quand un personnage est chamboulé, le fait de changer beaucoup la mise en scène va accompagner le fait que le personnage est dans des grands sauts d'émotions constants, et au contraire quand l'angoisse est plus contenue mais pourtant très présente, elle va montrer des enchaînements de pages qui montrent des grandes cases souvent muettes avec des gros plans sur les yeux, sur les mains, dans lequel il va y avoir une grosse répétition
narration et des liens graphiques très forts entre chaque page, et qui va bien montrer cette sensation d'une même angoisse contenue et d'une tension qui s'étend sur le long terme tout au long d'une même scène, qui étend aussi une scène qui est pourtant assez courte, parce que notamment le fait de changer à chaque fois de page, ça fait vraiment une impression très différente en termes d'étendue de narration et de temporalité par rapport à si toutes ces cases étaient montrées au sein d'une même page. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'opère, je trouve, dans ces pages-là, et qui fait dire que ce type de format, en fait, c'est presque dommage que ce soit pas plus utilisé dans les bandes dessinées, parce que il y a vraiment un potentiel hyper intéressant dedans. Mais qu'un souci sur Manga Draft, c'est que on peut pas mettre les pages en vis-à-vis, ça c'est vraiment un gros problème, je trouve. Ou alors je suis vraiment stupide et j'ai pas trouvé l'endroit pour le faire, mais j'ai pourtant cherché. Et pourtant, je suis sûr que la plupart des auteurs-autrices vont aussi penser leur mise en scène par rapport à des pages en vis-à-vis. On perd en partie dans les intentions de mise en scène que peuvent avoir les différentes personnes. Et c'est un peu dommage, quoi, même si ici, comme je dis, le fait d'enchaîner très rapidement du coup une page après l'autre, ça donne aussi un type de rythme qui peut servir la mise en scène, même si je serais assez curieux quand même de voir qu'est-ce que ça donnerait avec les vis-à-vis qui ont été probablement prévus à la base. Pour parler rapidement de mise en scène de manière un peu plus précise, par exemple, on peut regarder son utilisation des cases noires et de sa manière d'opérer des liens de page à page, ou par exemple ici dans le premier chapitre, juste après avoir bu l'alcool, on voit des gros plans sur le personnage principal qui se répondent à travers la page et qui finit par une série de cases noires qui vont finir par se briser. Et donc on voit dans cette page qu'on a une montée en tension mise en 3 fois via ces longues cases noires verticales, et plus le fait qu'à la fin ces cases noires laissent du blanc sur leur droite, c'est aussi un moyen de créer un moment laissé en suspens et donc encore une fois de tension. Et qui va aussi donc opérer la transition pour la page juste après, où il va avoir pour la première fois une hallucination sur le yokai, avec en bas à gauche une grosse masse noire qui est en fait de la télévision que regardent ses deux amis. Et donc via le bas des deux pages, il y a une idée de transition de casse noire à casse noire, et aussi comme incitation à de l'angoisse et à de la représentation du surnaturel. Et puis plus loin, Camille s'est enfuie de l'appartement, et on a de nouveau une série de gros plans avec la main qui va de nouveau enclencher une fin de page sur une casse noire qui va se démarquer du reste de la mise en page, avec ici une idée d'aboutissement de cases qui se réduisent de plus en plus, et la phrase du personnage qui bégaye, on sait pas trop si c'est un chuchotement, si c'est dans sa pensée. Bref, tout ça est bien fait pour mettre à la fois un lien dans la mise en scène de l'angoisse par rapport à la page qu'on a vue avant, et aussi de mettre une tension en fin de page pour mieux opérer la transition sur la page juste après, avec le moment où il va s'arracher de la chair du bras. Et puis juste après, c'est très intéressant, on a du monologue au hors-plan de l'ami de Camille, parce que Camille, on le comprend via ce dialogue, s'est évanoui, et donc déjà avec des variations de bulles intéressantes pour montrer différents tons d'inquiétude, de panique et tout ça. Et aussi, on voit que le décor, à la fois par les buildings et les lampadaires, et la présence physique des bulles, sont tous sur un même axe qui descend en diagonale, et qui est un bon moyen, je trouve, pour à la fois montrer la pression de Camille qui perd conscience petit à petit. Et aussi, simplement, ça, et en plus du hors-champ, un indicateur qu'on est en fin de scène, et qui permet donc d'opérer la transition juste après, où le noir, ici, de la nuit, a pris toute la place pour devenir une page entièrement noire complète. Et puis, juste après, on a les yeux de Camille qui commencent à s'ouvrir avec un plan en vue subjective. Et juste après, c'est intéressant d'avoir mis Camille en un strip de 3 cases au milieu de la page, donc entouré des ténèbres du noir, parce qu'il reprend conscience petit à petit de l'environnement, de ce qui l'entoure. Et en même temps, c'est un moyen de garder le focus par rapport à la page juste avant, où on était aussi entouré de noir, et le dessin n'était montré qu'au milieu. Donc c'est à la fois une transition graphique en termes d'utilisation de l'espace de la page, et aussi en termes de la manière dont le personnage reprend connaissance petit à petit de ce qui l'entoure. Et puis il continue son bad trip, et pour conclure le chapitre, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir mis une longue case qui prend vraiment toute la largeur de la page, avec à gauche du noir et à droite du blanc. Et le fait vraiment que ça prenne toute la largeur, ça bien pour opérer vraiment la coupure et la transition entre deux scènes très différentes. Et cette représentation de la lumière très tranchée à gauche et à droite, déjà c'est symbolique, et en plus ça semble d'autant plus cohérent qu'elle justifie ça à l'intérieur de son récit par la manière dont est éclairée la scène, vu que la lumière vient de la droite depuis la fenêtre. Et cette utilisation de gauche-droite fonctionne particulièrement bien dans la BD, vu que ça suit aussi l'ordre de lecture, le trajet de lecture, vu que sur les pages de la gauche de là où on vient, c'était les pages en noir, et maintenant qu'on est plus à droite, on arrive vers l'élément de lumière qui est montré ici. Donc voilà, c'est vraiment bien fait quoi. Et sinon, le récit en soi est sympa, j'aime bien la représentation du surnaturel qui à la fois est mis de manière très brute, avec le gros yokai menaçant, mais dans le même temps, pour le moment, j'ai l'impression qu'on sait toujours pas si c'est réel ou si c'est juste une hallucination, parce que les personnages finissent par se blesser eux-mêmes, et ça a un côté intéressant parce que même quand le démon n'est pas là, avec la mise en scène qui se veut angoissante, l'utilisation des cases noires, etc., qui représente beaucoup donc la présence du démon, la présence des ténèbres et tout ça, et vu que quand le yokai apparaît concrètement, les personnages se blessent eux-mêmes, et que après on voit que Ju a une espèce de comportement autodestructeur très fort, on se demande s'il n'y a pas encore une histoire de possession même dans ces moments où le yokai n'est pas montré tel quel. Et donc la présence du surnaturel, où on sait pas trop quel degré de vérité et quel degré de présence il a sur certaines scènes, c'est assez intéressant comme manière de nous laisser dans de l'incertitude, qui est donc une bonne base pour créer de l'angoisse quoi. Enfin bref, là c'était Yokai de Naraton, c'était cool, il y avait vraiment beaucoup de pages, vraiment super chouettes en termes de découpage, donc voilà, c'était top, affaire à suivre.
Et du coup, troisième BD, La fin d'un empire par l'auteur Fil de Fer. Et donc là c'est plus du Medfan, on sent l'envie de vraiment vouloir installer un univers avec beaucoup de noms de lieux différents, de peuples, de coutumes et tout ça. Et du coup c'est l'histoire de Shen qui a un dragon qui s'appelle Pacho, et donc c'est un gentil héros aventurier qui a l'air de s'être réchappé d'un truc assez sombre qui est arrivé à son peuple et tout. Et puis voilà, c'est du Medfan, il y a des créatures fantastiques, il y a de la magie, il y a une grosse menace avec un golem, et le héros forcément il est amené à devoir régler la situation et tout ça. Et donc actuellement c'est une BD qui a 180 pages, ça se lit dans le sens occidental, et comme les autres c'est toujours en cours de réalisation. Et dans cette BD, un truc qui saute rapidement aux yeux, c'est qu'on est face à des types de visuels, à des types de pages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir autre part. Et c'est vraiment intéressant que ce soit par le dessin, par la manière de mettre en couleur, même par la forme des cases, par la typo utilisée, par l'agencement de tout ça ensemble. On est vraiment face à quelque chose d'hyper atypique, et qui sur le long terme, ou dans un autre cadre on va dire, aurait été lissé, aurait été conditionné autrement vers quelque chose de plus conventionnel, mais ici on s'affranchit vraiment de tout ça, et donc en termes d'impact graphique un peu global, c'est vraiment intéressant de voir ce genre de BD. Et notamment une signature visuelle assez intéressante, c'est que l'auteur Fil de Fer, il utilise beaucoup la marge et le blanc de la page pour mettre des morceaux de dialogue, et donc d'utiliser le fait que la bulle est un fond blanc, comme l'est la marge ou les gouttières et tout, et de quand il a envie, quand il a un besoin, d'unir ces deux codes, et encore une fois ça donne des visuels sur lesquels c'est un peu dur de mettre des mots parfois, mais qui sont intéressants aussi parce qu'ils sont atypiques encore une fois. Et dans cette BD, mais comme d'autres aussi que j'ai pu lire ou feuilleter sur Manga Draft, ou même auparavant dans des fanzines ou des choses comme ça, où il y a des moments où il y a effectivement des scènes qui sont un peu dures à suivre et tout ça, mais aussi un peu plus subtilement des décalages en termes d'enchaînement de cases, en termes de rythme de dialogue, et tout ce genre de choses qui peuvent être différents par rapport aux BD qu'on a l'habitude de lire. Et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier si vous avez déjà lu des BD faites par des personnes qui ont un peu moins d'expérience que les auteurs que l'on a l'habitude de lire, vous voyez ce dont je parle. Mais cette espèce de rythme de lecture décalé qui est induite par l'enchaînement des cases un peu étranges, c'est presque un mood en soi, une ambiance que moi j'aime bien retrouver parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve que là. Et forcément c'est un aspect qui finira lui aussi par se transformer, par se lisser, par être peut-être parfois plus conventionnel et tout ça, comme le dessin, les dialogues et tout. Mais comme c'est une BD, forcément le ton global va aussi se retrouver de la manière de faire enchaîner des cases entre elles. Et voilà, c'est pas forcément facile d'en parler comme ça, mais c'est un truc intéressant et qui a fait vraiment partie du charme de ce type de BD. Et encore une fois, moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi l'impact global graphique de ces pages, qui sont vraiment super cool. Il y a vraiment une chouette gestion de la composition, même des couleurs et tout. Et vraiment pas mal de trucs surprenants, avec aussi des parties de découpage très bien faites. Ou par exemple ici, il y a le personnage de Maitreya qui affronte une espèce de gros insecte lumineux. Et donc on va d'abord nous montrer un plan d'aile de face, qui commence une invocation avec ses doigts. Et puis sur la case d'après, il y a une inversion de plan avec sa vue subjective où on voit ses doigts qui sont devant ses yeux. Et la case du dessus prenait toute la largeur du strip et celle-ci se resserre en même temps que le plan se resserre aussi grâce à la composition des doigts qui entourent sa cible. Et du coup, grâce à cette double mise en scène qui se renforce mutuellement, on a un bon renfort pour faire porter le propos de son action qui est donc elle qui est occupée de viser son adversaire. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, sur cette seconde case, on a aussi une idée de case incrustée. Mais incrustée sur un fond qui est aussi donc la troisième séquence, et aussi la manière dont est dessinée la gouttière de séparation et le contour de la seconde case en espèce de bordure blanche déchirée comme ça. Ça donne un rendu que je trouve vraiment atypique et très intéressant. Et en plus, le fait que grâce à cette idée d'incrustation, entre les deux cases, on a les lignes de vitesse de l'action qui vient pourtant juste après, mais qui renforce le dynamisme global de la page. Et toute la mise en page qui montre la montée en intensité du combat et tout, c'est vraiment très très cool. Et il y a notamment cette page intéressante où il exploite le fait qu'il a pas mis de contour de cases dessinées. Déjà ça donne une forme de case intéressante et en plus ça accompagne tout l'effet de lignes de vitesse blanche qui se mélangent avec directement et tout, donc ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment très très cool. Et par exemple de l'utilisation de mettre de la typo dans le blanc de la page, c'est intéressant ici. Après ce combat où il a été sauvé, le personnage principal dit qu'il a été pitoyable, et donc sur la première bulle on a le few en haut à gauche, puis le GT lui qui est cerné dans une bulle mais qui sort aussi vers le blanc de la page, et puis le pitoyable qui est toujours relié à une flèche de bulle mais qui est mis dans le blanc de la page. Et donc ce dialogue très découpé qui descend de plus en plus pour partir du haut de la case jusqu'à arriver tout en bas, avec en plus le personnage qui baisse la tête et tout ça, ça donne vraiment un ton de quelque chose qui est presque dit en aparté, plus pour lui-même et tout ça, et qui renforce bien donc le sentiment de honte. Et puis il continue dans cette idée, et c'était malin de sa part de vraiment garder uniquement les deux derniers bouts de dialogue uniquement sur le bas, avec le dernier bout de phrase qui est vraiment mis en bas à droite, donc à la fin de la page et de la lecture, qui est un emplacement d'habitude sur lequel on peut mettre souvent le mot fin dans les bandes dessinées, et donc ce qui est très bien pour accompagner
accompagner l'idée d'une fin de phrase, une certaine conclusion à une scène, etc. Et donc ici on nous montre vraiment une évolution dans le ton et l'état d'esprit du dialogue qui évolue plusieurs fois en 2 grands temps forts sur les 2 strips, et donc c'est vraiment très très bien foutu. Et donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. On sent que la personne s'amuse vraiment bien dans sa mise en scène, dans ses personnages, etc. Et elle arrive bien à retransmettre ce plaisir-là. Et il y a vraiment pas mal de pages qui m'ont assez bluffé visuellement et tout. Donc voilà, c'était vraiment une bonne surprise, c'est vraiment assez unique comme bande dessinée. Et du coup, dernière BD dont je vais parler dans cette vidéo, c'est Blue Bounty Hunter, c'est de la SF, et de ce que j'ai cru comprendre via un message de l'auteur qui est donc Delta75, il aurait commencé cette BD dans les années 90 et elle continue encore aujourd'hui, donc si j'ai bien capté, c'est quelque chose qui s'étend depuis déjà très longtemps, et donc c'est un peu du space opéra. Le contexte, c'est que la Terre est inhabitable et donc l'humanité a colonisé l'espace, et il y a des conflits avec des méchants extraterrestres et tout ça. Le héros, Blue, est arrivé sur Mars quand il était bébé dans une navette, et même s'il ressemble à un humain, en fait il est d'une espèce inconnue. Et voilà, au début, il est gardien de prison, et puis il est viré, il devient un cyborg en même temps. Et dans l'intro, on apprend qu'en fait il est mort, mais que sa fille doit retourner dans le temps pour le sauver, si j'ai bien compris. Enfin bref, il y a des enjeux de sauver la galaxie, d'élus, et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en dehors du résumé donné tel quel, la compréhension de l'histoire pendant la lecture des pages en soi est parfois un peu compliquée. Mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui se dégage des pages, parce que je disais que c'est plus du space opéra. Mais en même temps, il y a quand même un côté assez violent et de SF très froide, un peu dérangeante comme ça, qui ressort du dessin. Avec ce dessin hyper noir et blanc, avec ce dessin assez rigide, et aussi on voit que c'est ce genre de dessin qui s'inscrit par quelqu'un qui a l'air intéressé de maîtriser le dessin de l'anatomie humaine et tout ça, mais dans lequel il y a surtout encore beaucoup de maladresse à ce niveau-là. Et j'espère que je me fais bien comprendre, hein, je dis ça sans aucun mépris ni quoi que ce soit, moi je kiffe, je trouve ça justement hyper intéressant, et vraiment ça pose une ambiance très particulière dans les pages, où il y a un côté très froid et très cru qui va ressortir. Et aussi ce que j'aime bien, c'est le côté qui semble très spontané de tout ça, par rapport à ce que je disais en intro, où parfois une BD, on peut rapprocher ça un peu du journal intime, où tu vas pouvoir balancer tel quel ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de poser sur le papier, et je sais pas si c'est dans l'exécution en soi qu'a eu Delta au moment où il a fait ses planches de BD, mais le résultat, le ressenti qui en ressort, c'est ça, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir été fait presque comme une écriture comme ça, avec aussi une grosse variété de la mise en page qui est vraiment très très fun, où parfois il va chercher à être très dans le détail de ce qu'il fait, qu'il va réussir à alterner avec des moments beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus où c'est plus le côté cartoonesque du dessin qui va ressortir plutôt que la volonté de chercher à faire un truc qui veut s'inscrire dans du réalisme au niveau de l'anatomie et tout ça. Et c'est intéressant cette manière qu'il a de parfois faire de la mise en page où les cases d'un même strip vont être décalées les uns par rapport aux autres et tout, et que ça renforce vraiment cette idée de page de BD composée de plein de petits compartiments qui vont s'assembler ensemble presque comme des petits tiroirs et des petites boxes, et des pages vraiment très remplies, aussi parfois des utilisations assez étranges de débordement de cases, et avec parfois tu tournes une page et tout d'un coup t'arrives sur une illustration couleur, sur une image qui doit venir d'un magazine ou de Google Images ou un truc comme ça. Et ça aussi, comme on l'avait déjà vu sur les autres BD, des changements de traits, de manière d'ancrer assez soudaine qui change complètement l'ambiance de la page, ou aussi des moments où on a l'impression qu'il avait moins le temps, qu'il avait moins envie, ou qu'il y a eu un accident presque parfois sur la page où on se dit bah il a comme laissé tel quel, bah ça va. Et donc tout ça, ça renforce aussi le côté très spontané et journal intime du truc, avec en plus si on ajoute le fait que les pages n'ont pas été complètement bien nettoyées tout le temps, on voit encore des traits de crayonné qui n'ont pas complètement été effacés et tout. Et ben tout ça vraiment, je trouve que ça donne vraiment vie à cette BD. Et encore une fois une idée vraiment de spontanéité, de liberté comme ça qui ressort de tout ça, qui est vraiment cool. Et avec au-delà de la lecture en soi, comme je disais par rapport à d'autres BD déjà avant, une idée d'impact global graphique de la page qui va vraiment nous donner une impression très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et qui donc va nous mettre dans un mood particulier, va nous plonger directement dans une ambiance, un ton, avant même de commencer à lire les pages. Et aussi le fait qu'on ressent les influences différentes que l'auteur a eues sur sa BD, avec du Musclor, avec du Star Trek probablement, même si moi par rapport à mes propres références ça me fait plus penser à du Mass Effect, mais bon c'est la continuité quoi. Et Metroid aussi là avec le ptérodactyle, aussi de la représentation des femmes en mode Space Babe et tout ça, qui est donc vraiment ce vieil imaginaire de SF. On est reparti en terrain connu mais réapproprié de telle manière qu'on est presque à la fois dans une idée de fanfiction et de fantasme qui ressort de tout ça, de vouloir créer son propre univers, sa propre grande saga épique à partir de toutes les influences et de toutes les choses qui ont pu le faire rêver dans son parcours. Et c'est un truc de toute façon qui est fascinant de manière générale quand on va sur un site comme Manga Draft, c'est de se rendre compte à quel point il y a des centaines et des centaines de gens qui créent leur univers, qui parfois font des petites BD plus pour une blague et qui parfois veulent rendre hommage via des fanfictions, qui ont parfois l'air d'avoir des grandes ambitions, de vouloir faire encore une fois des grandes sagas, de vouloir vraiment créer leur truc marquant. C'est vraiment cette profusion d'œuvres, d'idées et d'univers qui est vraiment complètement infinie, et c'est cool de se rappeler aussi que ça existe et qu'il y a énormément de gens motivés
motivés, qui sont censés s'occuper de créer de la bande dessinée. Voilà, et c'est pas mal pour amener la conclusion de la vidéo. J'aurais pu prendre un peu plus de temps pour cette BD-ci, mais j'avoue que je fatigue un peu et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Mais vraiment, moi je kiffe premier degré, hein, je trouve ça vraiment trop cool. Même dans tout ce que ça peut avoir de plus maladroit et tout. Mais je sais pas, on ressent la passion, on ressent le gars qui met ses tripes dedans, qui passe du temps à dessiner ses pages, hein, faut pas oublier que c'est quand même un travail un peu laborieux. Et vraiment, je suis content qu'on puisse avoir accès à tout ça sur Manga Draft. Et encore une fois, même si une partie des auteurs et autrices de ce site sont amenés à faire quelque chose, on va dire, de plus calibré par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, encore une fois, moi j'adore et je trouve qu'il y a vraiment une grande valeur en tant que telle dans ces bandes dessinées qu'on pourrait considérer comme un peu moins accomplies. Alors qu'encore une fois, je trouve que ça capture vraiment des moments, des mentalités et tout que je trouve super intéressant de voir sur le papier et de voir retranscrit sous la traduction, le langage de la BD, et que c'est vraiment des types de BD, même si on ne devrait pas faire une seule catégorie vu la diversité qui existe sur Manga Draft, et que là j'ai fait une toute petite sélection qui n'est pas forcément totalement représentative de ça. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, et je trouve vraiment que c'est des BD qui peuvent être formidables, et je suis content d'en avoir consacré une vidéo. Et donc comme j'ai dit dans l'intro, je continuerai de visiter de temps en temps le site, et je verrai bien à ce moment je fais une vidéo un peu plus longue sur une BD en particulier de Manga Draft, on verra bien. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.